Bonjour, merci de nous retrouver sur Télésud. C'est l'heure de votre rendez-vous littéraire, des mots et débats. L'auteur que je reçois, vous allez voir, nous allons parler un peu d'art, d'œuvres d'art, nous allons parler de la Joconde. Je vous présente Thierry Gallier. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très et bien. vous-même? Oui, ça va, merci. Alors justement, nous allons parler de cette Joconde. Alors, le titre de votre ouvrage, c'est Isis, la Joconde révélée, voilà, aux éditions Maxinès. Et justement, on va voir ensemble ce que vous avez découvert. Alors tout de suite, le face-à-face. Donc 500 ans après, la Joconde est un tableau anthropomorphe. Alors justement, avant de rentrer en profondeur comme ça dans cette œuvre, la Joconde, alors qu'est-ce que ça veut dire justement un paysage anthropomorphe, une œuvre anthropomorphe? Alors anthropomorphe, c'est le fait dans des figures de cacher des visages ou des animaux, enfin d'autres. Au départ, c'est des formes humaines. Anthropomorphisme, c'est des formes humaines, mais par extension, c'est des formes en fait qu'on peut rattacher à des formes identifiables. C'est-à-dire que voir dans une tâche, dans un objet, dans un paysage, un visage, un animal, etc. Donc il y a beaucoup de peintres qui ont fait ça et qui sont connus pour ça. C'est-à-dire où on voit rapidement, par exemple dans une colline, on voit que c'est un visage, ça prend quelques secondes, mais on voit que c'est une tête, c'est un visage en penchant la tête, on voit qu'il y a un nez, etc. Il y en a qui ont caché ça aussi, comme Archimboldo, qui ont fait carrément des tableaux où c'est un portrait à base de fleurs, voilà, de légumes, on voit des fruits. fleurs, des légumes, etc. Ouais. Classé par saison, d'ailleurs il a fait ça par saison, mais ça se voit assez rapidement. Et l'anthropomorphie, ce principe-là, c'est-à-dire de cacher des formes, Vinci n'est pas du tout connu pour ça. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est que justement, il est un peintre de l'anthropomorphie et qu'il l'a fait d'une manière plus subtile et plus perfectionnée que tous les autres qui sont connus pour ça. Voilà. C'est cacher des figures. En effet, parce que c'est très très bien caché. Alors moi aussi, une autre question. Vous êtes donc directeur artistique dans la presse. Qu'est-ce qui vous a poussé, je ne sais pas, est-ce qu'un matin vous êtes réveillé, j'ai dit, tiens, la Joconde, il faut que je découvre son mystère. Comment ça s'est passé? En fait, s'il n'y avait pas de mystère sur ce tableau-là, je ne l'aurais pas étudié plus que ça. C'est-à-dire les tableaux, je les regarde un peu comme tout le monde, même si je suis dans un métier artistique, mais je les regarde un peu comme tout le monde. Mais celui-ci, je savais qu'il y avait un mystère que tout le monde s'accorde à reconnaître. C'est-à-dire que c'est un tableau qui est fascinant. On le regarde, on est fasciné par lui. Si vous allez au Louvre, il y a un silence quasi religieux devant ce tableau-là, alors qu'en face de la Joconde, il y a quand même un tableau qui fait, je crois, 8 mètres de long, qui est Les Noces de Cana, le plus grand tableau du monde. Celui-ci, il est grand comme ça. Il n'est pas grand, oui. Et les gens vont devant, et de toute nationalité, de toute origine, etc., vont devant et sont fascinés par le tableau. Donc il y a un mystère, et c'est essayer de comprendre, parce que c'est une image unique. Donc c'est quand même... trouver le mystère qui est dans la composition d'une image unique et qui rend le truc étonnant, c'est plus simple que de décortiquer par exemple Mozart ou de décortiquer une œuvre, un film, etc. Là c'est une image fixe, une image unique, mais par contre je ne pensais pas que c'était ça. Moi je pensais au départ à une illusion d'optique, un truc comme ça assez simple, mais je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Voilà. Jusque-là. Alors, donc voilà, il y a plusieurs choses dont vous nous expliquez. C'est aussi, vous parlez de la technique du sfumato. Oui. C'est quoi cette technique? Alors le sfumato, c'est-à-dire qu'avant Léonard de Vinci, les peintres délimitaient les formes d'une façon nette. C'est-à-dire qu'il y avait l'extérieur et la forme, voilà, avec un contour assez bien délimité. Léonard de Vinci, en regardant les choses, les objets ou les gens, il a constaté que ça existe quasiment pas dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a toujours du dégradé pour passer de l'ombre à la lumière. Oui. C'est pas un truc net qui s'arrête et qui définit. C'est-à-dire, c'est un truc enfumé qui se fait. Et le net n'existe pratiquement pas. Ça passe de l'ombre à la lumière, du jour à la nuit ou du flou au net d'une façon. Et ça, pour réussir à le faire techniquement, lui l'a observé, l'a compris et a réussi à le faire techniquement. C'est-à-dire par des couches très très fines, il a réussi à faire des dégradés pour passer de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça commence, où ça s'arrête. Et dans la Joconde, quand vous regardez ce tableau, il y a quasiment aucun contour qui est net. Tout est voilà, à base de dégradé. Alors maintenant, ça nous paraît normal et évident, mais lui, à son époque, c'est une invention qui a révolutionné la peinture. Et c'est quand même étonnant parce que nous, maintenant, on a même dans des téléphones, etc., on peut prendre en photo un peu n'importe quoi, filmer n'importe quoi. À son époque, il n'y a ni photo, ni film. Et donc, celui qui arrive à restituer la réalité, les gens qui se retrouvent en face de ce tableau de la Joconde, ils se retrouvent en face de la reproduction du vrai, qui était hors ça impossible. C'est-à-dire que c'était un choc.
de voir, avant un dessin, une peinture, on voyait que c'était un dessin, une peinture, justement parce que les choses étaient délimitées, donc on faisait la différence entre le vrai et le dessin et la peinture. Là, on se rapproche du vrai avec ce sfumato et ses dégradés, etc., le presque hyper réaliste, et c'était un choc pour les gens, parce que à part Dieu seul savait montrer la nature, et Léonard de Vinci dans ce tableau-là. On se rend plus compte maintenant, parce qu'on peut faire des photos et tout, mais à son époque, c'est saisissant, c'est un truc... Alors là, nous allons commencer justement à décrypter la Joconde de Léonard de Vinci. Alors, il faut expliquer qu'il y avait aussi... Alors, on voit comme à l'image, on voit Léonard de Vinci, ce vieil homme, et puis la Joconde donc à droite de l'image. Mais on dit, il y avait une scientifique américaine qui a dit que c'était en fin de compte le portrait, en fin de compte, de Léonard de Vinci, la Joconde. C'est-à-dire qu'il y a une graphiste new-yorkaise qui s'appelle Lillian Schwartz qui devait faire un travail particulier et qui avait sur un ordinateur les deux images. Et presque par hasard, mais pas tout à fait, elle a superposé les deux images et elle a vu que les traits de ce qu'on appelle l'autoportrait à la sanguine de Vinci, c'est-à-dire où il est en vieillard, se superposent avec les traits du visage de la Joconde. Et ce visage-là, d'ailleurs, de Léonard de Vinci est important parce qu'en fait, il est l'archétype avec ses cheveux longs et la barbe longue, etc. Que comme ça. Voilà, c'est l'archétype du sage, du savant, etc. Et cette image-là, elle a impacté notre culture parce qu'en fait, tout ce qui est Merlin l'Enchanteur, Panoramix, etc., dérive. Voilà. C'est-à-dire le vieux sage est toujours avec une longue barbe, des longs cheveux, etc. Donc cette image-là a vraiment influencé la culture. Et c'est vrai que les traits... Et alors il y a un détail dont Lillian Schwartz ne parle pas, parce que je la connais on est en contact par Internet, tout ça, parce qu'elle est à New York, moi je suis à Paris. Mais en fait, il y a un détail, c'est que quand vous regardez l'autoportrait à la sanguine, sur l'arête du nez, Léonard de Vinci a un petit bouton ici. Oui, on voit une petite ombre noire. Voilà, il a un petit bouton au coin du nez. Vous retrouvez le même sur le visage de la Joconde, de l'autre côté. Et comme c'est un autoportrait, il faut imaginer que Léonard de Vinci s'est dessiné en reflet dans un miroir. Donc le bouton est bien du même côté que celui de la Joconde. Voilà. D'accord. Alors on va passer au tableau suivant, justement, là on va voir véritablement la Joconde. Alors là, par contre, il ne faut pas confondre parce qu'il y a la Joconde au Louvre et la Joconde du Prado. Voilà. Et donc ça, c'est la Joconde du Prado. Et apparemment, déjà dans la Joconde du Prado, il y a cet élément qui apparaît. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est la vraie Joconde qu'on a vue. Et la Joconde du Prado, c'est celle-ci. Donc là, il y a un détail que vous pourrez voir d'ailleurs dans la Joconde du Prado. La Joconde du Prado, il y avait ce portrait, puis il y avait tout le fond qui était noir. Et le musée espagnol a décidé de nettoyer ce fond noir, et sous le fond noir, il y avait un paysage comme celui-là. Et dans le paysage, juste à côté de l'œil, comme c'est indiqué ici, vous verrez dans le paysage une petite tête de personnage qui est une statue, qui est elle-même une figure ce dont on parlait tout à l'heure, une figure anthropomorphe, c'est-à-dire c'est un rocher qui a la forme d'une tête avec un chapeau. Et ce tableau-là est présenté généralement, enfin dans tout ce que j'ai pu lire, tout le corpus de livres, etc., comme étant une copie de la Joconde. Or, moi, je pense que ce tableau-là, il est de la main de Vinci et que c'est une maquette. C'est-à-dire, pour cacher des formes, Vinci fait une maquette de tableau. De cette maquette qu'il observe, et je pense que la Joconde du Prado est cette maquette, de cette maquette qu'il observe, il voit les figures qui sont faites à peu près à 90% en disant ici il y a presque un visage, ici il y a presque une tête, ici il y a presque ceci et cela, en déformant un petit peu, en rajoutant un trait. Et de cette maquette, il va trouver où placer les figures anthropomorphes. Et elle se place bien, elle se voit pratiquement pas, parce que justement, le hasard a fait 90% du travail. Donc c'est naturel. Il suffit d'accentuer un peu ce qui est déjà présent, et le travail est, pour ainsi dire, fini. Et il le dit dans ses codex, je l'ai écrit à un endroit, si vous voulez, je lis juste ce petit passage. Oui, c'est ça, le traité de la peinture, si tu regardes les murs souillés. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces codex, les codex, donc c'est les carnets, c'est tous ces carnets de notes reliés, qu'on a reliés après, mais c'est ces carnets de dessin, ces notes, etc. Il y a un peu de tout. Il y a de la philosophie, il y a des esquisses, il y a des trucs qui n'ont pas de lien entre eux, mais c'est ces carnets de travail qu'on a reliés après. Et dans ces codex, il écrit, donc dans le traité de la peinture, il écrit cette phrase. Si tu regardes, il se parle à lui-même, il se tutoie, il se parle à lui-même, on ne sait pas trop à qui il parle, mais là c'est le traité de la peinture, donc c'est destiné aussi aux autres peintres. Et il dit, si tu regardes des murs souillés de beaucoup de taches ou faits de pierres multicolores, avec l'idée d'imaginer quelques scènes, tu y trouveras l'analogie de paysages aux décors de montagnes, rivières, rochers, arbres, plaines, larges vallées et collines de toutes sortes. Tu pourras aussi y voir des batailles et des figures aux gestes vifs et d'étranges visages et costumes et une infinité de choses que tu pourras ramener à une forme nette et complétée.
J'ai pu voir dans les nuages et les murs des tâches qui m'ont stimulé à de belles inventions de différents sujets. Il écrit un peu plus loin encore dans ses codex, « Rappelle-toi qu'il ne te coûte rien de t'arrêter de temps à autre à regarder les taches sur les murs, la cendre du feu, les nuages, la boue. Tu trouveras des idées merveilleuses qui éveillent l'imagination du peintre à de nouvelles inventions. » Et il y a une autre phrase que j'ai mis un petit peu plus loin, où il parle, où il y a un genre d'altercation, enfin de débat avec Botticelli, qui est un contemporain, ils se connaissaient, ils étaient dans le même atelier quand ils étaient jeunes en formation. Et donc, il est indifférent avec Botticelli, il écrit ceci. Donc, c'est Léonard de Vinci qui écrit « Précepte pour le peintre, celui qui n'aime pas également tout ce qui appartient à la peinture n'est pas universel. Si par exemple le paysage ne l'attire pas, il dira que c'est une chose simple et facile à comprendre. Ainsi, notre Botticelli disait que c'était une étude vaine, car il suffisait de jeter une éponge imbibée de diverses couleurs sur un mur pour qu'elle y laisse une tache où l'on pouvait voir un beau paysage. Ouais. C'est-à-dire, on trempe un truc dans la peinture, on le jette, ça fait un beau paysage terminé. Mais, précise Vinci, il est bien vrai qu'on peut voir dans une telle tâche différentes compositions de choses, que l'on veut y chercher, têtes humaines, animaux, etc. Mais bien que ces tâches te fournissent l'invention, elles ne t'enseignent à achever aucun détail. Alors, Monsieur Gallier, nous avançons toujours pour cette première partie d'émission. Alors, donc, la Joconde révélée, nous allons voir d'autres détails dans cette Joconde. C'est surtout, on va prendre la partie gauche de ce tableau. C'est le détail gauche de la Joconde. C'est le numéro 3. Il y a, apparemment, on y voit plein de choses. Alors, on voit ce petit amas de rochers. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, sur celui-ci, alors au départ, c'est plutôt sur l'autre côté, mais celui-ci, disons... Ça, c'est le côté droit, apparemment. Voilà, si on peut revenir juste à la photo d'avant, juste la photo précédente. Oui. Voilà, oui. Ici, vous avez un rocher oui. Qui est contourné par un chemin en forme de S. Exactement. Alors, ça, c'est un amas rocheux, etc. Ce rocher-là, quand vous le pivotez d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, oui. C'est Mona Lisa, la même que celle qui est représentée de face, bien mais sûr. De profil. Oui. Elle est sur son siège, c'est-à-dire sur son trône. Oui. C'est un siège un peu. Il faut juste la basculer d'un quart de tour. Oui. Le bras sur la coudoir, le châle sur la tête. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si Léonard de Vinci s'était mis sur le côté de son modèle pour la peindre de profil. Et vous voyez, un bras sur la coudoir, etc. Oui. Et c'est en voyant cette image-là que j'ai pensé, ça c'est Isis, c'est la déesse trône. Isis, c'est voilà. L'archétype d'Isis sur les hiéroglyphes, c'est une femme sur un trône. Oui. J'ai pensé que ça, voilà, l'archétype d'Isis, c'est celle qui se trouve au milieu ici, c'est la déesse trône, c'est-à-dire c'est pas un siège, c'est vraiment un trône à 3 marches, en général il y a 3 marches. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a fait penser, pourquoi relier justement la Joconde à l'Afrique, à l'Égypte ? Alors, justement parce que Isis, celle qu'on voit sur le côté donc, du tableau qui est assise sur son trône, oui. Ramène à Isis. Donc je dis, ça c'est Isis. Il y avait une phrase aussi que j'ai repris d'ailleurs en 4e de couverture, qui est une dédicace qu'a laissée Théophile Gautier quand il a visité le Louvre et qu'il a vu la Joconde. Il a écrit... J'ai abrégé la phrase, mais il a écrit « Ne dirait-on pas que la Joconde est l'Isis d'une religion cryptique qui en trouve les plis de son voile ?» Et c'est vrai, quand je l'ai vu sur le côté, j'ai pensé « ça c'est Isis ». J'ai pris connaissance du mythe d'Isis, savoir toute l'histoire, etc., oui. Une histoire assez simple. Et après, je me suis dit, ça se trouve, le tableau raconte tout le mythe d'Isis et d'Osiris. Alors, il y a aussi ce fameux sourire, parce que, bon, la Joconde, c'est ça, son mystère, ce sourire. Et là, apparemment, lorsqu'on divise ce visage en deux, il y a le côté... La Joconde, elle ne sourit pas, et l'autre côté, elle sourit. Voilà, c'est ça. Oui. Alors en fait, vous avez donc dans le visage, ça passe, on voit pas le truc particulier. Mais si vous regardez le côté main gauche, je dirais, donc oui. Son côté droit, le côté main gauche, vous voyez l'ovale du visage, il est légèrement accidenté. C'est-à-dire sur le front, il y a une petite bosse, sur les joues. Alors c'est oui. Hyper léger, hein, c'est très très oui. Léger, mais on sent qu'il y a un petit voile de temps qui est passé. À l'inverse, vous voyez par exemple la joue du côté main droite, oui. La joue qui est bien gonflée. Et de l'autre côté, la joue est un peu creusée. Oui. Donc il y a des différences. La posture elle-même, quand on voit la Joconde en entier, la posture est totalement improbable, parce que d'un côté, elle a le bras sur la coudoir, et de l'autre côté, elle est droite. C'est impossible, c'est les limites de la colonne vertébrale. Vous ne pouvez pas vous tenir comme elle se tient là. Et donc, les incohérences dans le visage, j'ai fait comme ça. Donc j'avais la Joconde ici, j'ai oui. Posé la main, et puis j'ai fait comme ça. D'accord. Et j'ai regardé, j'ai vu que c'était pas la même de chaque côté. Donc en séparant comme vous l'avez fait ici, si vous séparez la partie droite et la partie gauche, vous voyez qu'il y a une différence de 5 ans
dans le visage, visage, entre la droite et la gauche. Donc d'un côté elle sourit, de l'autre côté elle ne sourit pas, ce qui fait est triste, elle est, voilà, elle est heureuse. Elle est heureuse, jeune, de l'autre côté elle est triste. Là elle est jeune, là elle dirait 5 ans, pas beaucoup plus vieille, mais c'est ça qui est très subtil. C'est pas, elle n'a pas 50 ans de plus, c'est un petit voile de temps qui est passé juste sans aucune ride du reste, hein, sans rajouter aucune ride, mais un petit voile de temps dans les accidents qui sont sur le visage. Voilà. Alors, autre chose aussi, c'est, nous voyons dans ce tableau aussi, il y a plusieurs choses. Par exemple, on voit, il y a cette histoire de poisson, vous dites, qui a avalé le phallus d'Osiris. Alors ça, c'est la photo numéro 11. Alors là, il faut... donc c'est toujours à gauche de ce tableau. Voilà, c'est toujours... Alors, il faut savoir, parce que c'est vrai que je comprends que moi, je comprends que les gens, ça puisse surprendre. Si vous dites, il y a un phallus et un phallus en érection sur le tableau de la Joconde. Comme ça, brut de décoffrage, ça peut paraître surprenant. Mais dans le mythe d'Isis et d'Osiris, Isis... Est-ce qu'il faut mieux tourner la vidéo, l'image, la photo? Non, là c'est très bien. Là, c'est très bien, c'est parfait. Et c'est à gauche. Voilà, c'est sur la partie gauche, donc du tableau. Vous avez ce chemin en forme de S. Donc on a vu le rocher. Et dans la boucle en bas du S, ce chemin qui serpente, en fait, dans la boucle en bas, vous avez une forme qui est un phallus en argile, couleur argile. Alors, c'est tout à fait surprenant parce que la Joconde, c'est le Louvre, c'est le côté académique et tout ça, mais c'est cohérent par rapport au mythe d'Isis et d'Osiris, puisqu'Isis façonne un phallus en argile. Quand elle recherche les morceaux de son époux, elle retrouve 13 des 14 morceaux, et elle façonne un phallus en argile, donc c'est cohérent par rapport au... Mais c'est impossible de le comprendre comme tel si vous n'avez pas le mythe d'Isis et d'Osiris. C'est ça qui est... Sinon, vous voyez juste un chemin, et vous voyez le chemin qui serpente en forme de S, il y a un phallus, voilà. Et le faucon et le colibri, toujours dans ce tableau que vous avez apparemment décelé. Alors ça, c'est sur la photo numéro 12. L'épaule. Alors encore une fois, ça rejoint le mythe d'Isis et d'Osiris, parce donc de cet accouplement entre guillemets, enfin entre Isis et Osiris, naît leur fils qui s'appelle Horus. Horus qui est le dieu faucon. Tout ça, c'est mythologie égyptienne. Et effectivement, sur l'épaule, sur le bras de Mona Lisa, on trouve un espèce de reflet dont on ne sait pas trop si c'est un morceau de tissu, etc. Voile, et celui-ci, c'est un faucon sur une branche. C'est vraiment l'image d'un faucon sur une branche. Et dans tout le tableau, vous avez des références comme ça au mythe d'Isis et d'Osiris. Et c'est vrai qu'on voit un petit colibri, une sorte de petit oiseau, enfin gris, et puis... Voilà, c'est ça. Ça, c'est dans un autre sens. C'est-à-dire que toutes les formes sont exploitées. C'est-à-dire que vous avez des taches. Là, on voit bien, par exemple, la Isis qui est assise sur son trône en bas, là, autour de chemin. Toutes les formes sont exploitées dans tous les sens, et avec l'idée que Léonard de Vinci puisse rajouter des formes, et elles se lisent dans tous les sens. Alors, effectivement... Et quand vous parlez d'autre sens, justement, lorsqu'on met la tête en bas de la Joconde de Mona Lisa, vous y découvrez aussi autre chose. Voilà, vous avez l'affrontement, parce que le fils, donc Horus, qui est le fils d'Osiris, va affronter Seth. Voilà, si on peut faire juste un demi-tour. Oui, la tête vraiment en bas. La tête vraiment en bas, là on verra, Donc là c'est la Isis sur son trône. Mais vous avez, quand vous retournez le tableau, vous avez une image qui correspond à l'affrontement facial entre Horus et Seth qui a tué le père d'Osiris. Et vous avez ces deux personnages qui se regardent en face, en exploitant justement la forme et ce qu'a fait le hasard à 90%. En exploitant cette forme, Léonard de Vinci arrive à mettre les deux personnages face à face. Et quand vous le voyez, après, ça paraît évident. Le truc du phallus, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça se peut... Et après, quand vous voyez que c'est un phallus, vous dites, oui, c'est un phallus. Mais on ne peut pas le comprendre comme tel si on n'a pas le... Et puis même, vous avez aussi, à la droite de la photo, vous voyez, on voit un petit pont. Et justement, ce qui est étonnant, c'est que vous montrez une sorte de tête d'alligator ou de crocodile. Ça, vous avez la tête d'un crocodile à cet endroit-là, donc où il y a le pont et un petit peu au-dessus où il y a les deux taches noires qui sont des yeux. Alors dans le livre, je mets vraiment des zooms et j'isole les images pour... c'est visuel en fait, on parle d'un tableau, donc c'est illustré. Mais vous avez la tête d'un crocodile et ça c'est pareil dans le mythe. Isis, quand elle part dans les marais pour rechercher les morceaux de son époux qui a été coupé en 14 morceaux, le mythe dit que malgré l'aide des bienveillants crocodiles du Nil, elle ne retrouve que 13 des 14 morceaux. Et la tête du crocodile est dans le tableau aussi. C'est-à-dire que c'est cohérent, il y a une cohérence, voilà.
Et puis il y a aussi le regard de la Joconde qui reflète en fin de compte cette croix en C, c'est ça. Vous pouvez nous dire, alors la croix en C... Alors la croix en C, c'est en fait c'est une croix que vous retrouvez souvent sur les hiéroglyphes qui s'appelle la croix Ankh ou la croix de vie, croix en C, et qui est un des symboles d'Isis. Et vous l'avez sur le visage. Alors il faudrait juste qu'on recule un tout petit peu dans l'image, mais les arcades sourcilières, la base du nez et le front, qui sont les parties, en plus, si vous assombrissez le tableau, ou chez vous, si vous baissez très fort la lumière, les parties les plus dorées, ce sont ces parties-là. C'est le nez, les arcades et le reflet sur le front qui dessine donc cette croix Ankh, qui est un des symboles d'Isis, en fait. Et justement, vous dites dans votre ouvrage que la maman, Catrina, c'est ça, de Léonard de Vinci, aurait des origines orientales. Oui, absolument. Voilà. En fait, en fait, Léonard de Vinci, il est fils d'un homme qui était notaire, qui s'appelait Ser Piero da Vinci, qui était italien, qui était plutôt aisé, famille bourgeoise. Ce Ser Piero da Vinci a eu une aventure avec une dame qui n'était pas de son milieu, qui était une paysanne ou une servante, qui s'appelait Catarina. Et le père de Léonard de Vinci ne s'est pas marié avec, parce qu'on se mariait par milieux sociaux. Oui. Et il ne s'est pas marié avec elle, mais est né un enfant illégitime. Léonard de Vinci, plus grand génie de tous les temps, de l'union illégitime, etc. Et on ne sait pas trop qui est cette dame Catarina, mais il y a des chercheurs qui ont trouvé dans les tableaux de Léonard de Vinci des empreintes digitales. Des fois, c'est des bouts d'empreintes, c'est toujours des bouts d'empreintes, c'est rarement une empreinte complète. Mais avec ces bouts d'empreintes, laissés dans la peinture fraîche, donc logiquement du peintre lui-même, hein, pour laisser une empreinte dans la peinture fraîche, c'est voilà. Donc ils ont reconstitué une empreinte et ils ont vu que dans les diramations, les bifurcations de l'empreinte digitale, il y avait des caractéristiques des empreintes qu'on trouve plutôt en Orient ou plutôt en Afrique. C'est-à-dire il y a des spécificités dans les empreintes digitales. Ils en ont déduit que, connaissant le père de Léonard de Vinci, qui était italien depuis plusieurs générations, c'était forcément la mère de Léonard de Vinci qui avait des origines orientales, puisqu'il avait des spécificités, voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Gallier, pour cette première partie de l'émission. Nous allons passer à carte sur table. Alors, vous avez des cartes devant vous. Quelles sont... voilà, choisissez-en une au hasard. C'est du milieu, je vais prendre. Oui. C'est un je ne vous la montre pas. Si, on voit de carreau. Vous pouvez la mettre voilà, au milieu. Parfait, le roi. Alors, justement, on va parler d'actualité. Alors, c'est l'explosion à Boston. Voilà, je voudrais savoir, quand vous avez vu ces images hier soir ou ce matin, qu'est-ce que vous avez pensé? Tiens, encore des attentats, encore... Oui, c'est un peu ça recommence. Enfin, ça recommence, non, ça continue, parce que en réalité, on est toujours dans la continuité et sous le choc de ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans. Mais, et puis là, c'est pas 2 morts, c'est 3 morts. Oui, et c'est assez terrible, et c'est un événement, je veux dire, même l'événement lui-même sportif, ça n'a rien à faire là, quoi. Ça n'a jamais rien à faire là, mais là encore moins, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas trop tirer de conclusions trop vite. Ce serait bien qu'il y ait une enquête, une vraie enquête, un truc, que ça parte pas encore, qu'on ne conclue pas trop vite, que le truc se fasse vraiment dans une enquête et tout, que ça se passe pas trop dans les médias, ou qu'on ne conclue pas à des trucs. Voilà, il faut savoir ce qui s'est passé. C'est une politesse même pour les gens qui ont été touchés, quoi. Enfin, voilà. Une dernière carte, avant d'attaquer la troisième partie de l'émission. Alors, c'est l'As. L'As. Alors, on reste encore dans l'actualité. Moi, je voudrais savoir, voilà, nous avons découvert le patrimoine de nos ministres. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça vous fait que Laurent Fabius et puis Michel Delaunay, la ministre des Personnes âgées, aient autant de patrimoine. Voilà. Est-ce que est-ce qu'on n'avait rien à faire? Voilà, c'est très bien pour eux. Le problème, c'est que ce que demandent les gens, c'est moi le premier, mais je suis comme n'importe qui. Ce qu'on demande, c'est pas ce qui est déclaré, c'est ce qui n'est pas déclaré. C'est ça que les gens s'enrichissent. C'est pas, ça nous gêne pas. Ce qui nous gêne, ce soit des successions. Voilà, c'est-à-dire tout ce qu'on déclare, à la limite, ça sera jamais problématique, même si on part dans des chiffres en orbite. Géostationnaire, bon, moi il y a des montants, je ne sais même pas ce que ça représente, j'arrive pas à voir, mais si c'est déclaré, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est ce qui n'est pas déclaré, et voilà. Bon. Très bien, et nous allons passer, Monsieur Gallier, à la troisième partie de l'émission qui s'appelle Coup de cœur.
Alors ce coup de cœur, Monsieur Gallier, c'est voilà, quel est-il ce livre que vous nous avez apporté? Voilà, celui-là, c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est pas récent, hein, c'est 1936, mais je pense que c'est un livre assez prophétique parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont. Celui-là, c'est écrit en 1936, et il y a beaucoup de gens qui ont imaginé l'avenir, et lui, s'est pas trompé. Lui il y a plein de gens qui ont dit, par exemple, qu'en l'an 2000, on serait tous dans des navettes spatiales. En réalité, en l'an 2000, c'était la trottinette. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Il y avait des grands dadais de 40 ans qui faisaient de la trottinette. C'était ça l'an 2000. Donc, il y en a plein qui se sont gourés. Et lui, Aldous Huxley s'est pas du tout trompé. Et ce qui est étonnant, c'est donc de voir qu'un type peut prévoir la société à peu près dans laquelle on est presque 100 ans avant. Mais c'est aussi intéressant de voir que celui-là, par exemple, moi, j'ai dû le lire au collège. C'était dans le programme, c'était obligatoire, parce que c'était subversif et que c'était gênant. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'actualité, le présent, ce qui veut dire que dans 15 ans ou 20 ans, ça va être un peu ringard, limite réac, on dira, oui. Je comprends, ouais, c'est un peu... Donc c'est assez bizarre de voir l'évolution, c'est-à-dire celui-ci choqué il y a 10 ou 15 ans, je dirais d'une certaine manière, là on y est, et voilà. Et il y en avait un autre, il y avait 1984 de George Orwell qui était... et je dirais que c'est entre guillemets celui-là qui a gagné. L'autre était un truc... disons que George Orwell, c'était du totalitarisme autoritaire. Et celui-ci, en réalité, c'est du totalitarisme par le loisir, par l'amusement, etc. Mais le résultat est le même. Bon. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Gallier, merci beaucoup. Alors, je rappelle, le titre de votre ouvrage, c'est Isis, la Joconde révélée, voilà, aux éditions Maxinès. Voilà, vous allez voir plein de détails. Donc, je vous invite à regarder, à prendre donc une œuvre, enfin une peinture de Léonard de Vinci, la Joconde, et après d'étudier, voilà, avec votre livre et de comprendre chaque détail de cet ouvrage, de cette peinture, quoi. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.